Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans ce jeudi qui va bientôt prendre fin. Donc voilà, de cette deuxième partie d'après-midi avec les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David, mon cher Philippe David, bonjour. Bonjour Cécile de Ménibus. Tiens, est-ce qu'on peut se faire un petit coup de nostalgie là ? Un petit coup. Allez, c'est parti. Ah, j'adore. Et vous savez pourquoi ? Is it me you're looking for ? Parce que Lionel Richie fête ses 75 ans aujourd'hui. Eh ben écoutez, s'il veut m'épouser, il peut m'appeler 0826 300 300. Alors je vais vous faire une confidence. Dans mon jeune temps, quand il y avait ça dans une boum, vous rouliez des pelles. Je cherchais une fille en me disant dans ma tête: oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et je me suis dit que commencer les vraies voix avec ce slow mythique, pour nous qui avons vécu des booms, sauf peut-être Sébastien Ménard vu son jeune âge, c'est quand même bien. C'est vrai que c'est un truc de boomer. Mais Lionel Richie, ma passion absolue. Tu passes ça à mes filleuls, etc. Ou mes filleuls, alors ils disent qu'est-ce que c'est ce truc, c'est quoi ce truc? Mais moi je les ai remis toutes dans ma playlist à fond quand dès que je suis en voiture, je mets Lionel Richie. Et vous savez, quand j'arrivais à danser avec une fille, vous savez comment elle me surnommait après ? Non. All night long, all night. Philippe, mais qu'il est bête. Allez, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous savez quoi ? On va commencer par vous offrir des places, des cadeaux, du bonheur, de la joie. Mais oui, direct, puisqu'on parle bien entendu Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Et vous allez pouvoir avoir de très jolies places. 2 places pour le 30 juillet à 9h au stade La Tour Eiffel. Et ça, c'est dingue. Volleyball, plage avec Sud Radio et notre partenaire collectif handicap visuel. Vous allez pouvoir offrir la possibilité à quelqu'un en situation de handicap de vous accompagner pour cet événement exceptionnel. Donc 2 places le 30 juillet à 9h au stade La Tour Eiffel de volleyball plage. Philippe Bilger, vous qui avez la main heureuse, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. 8. 8e appel au standard. C'est le 0826 300 300. On est très heureux de vous l'offrir. On espère vous avoir bientôt en ligne. Allez, on vous souhaite la bienvenue au sommaire de cette émission. On y va direct. C'est le grand débat du jour, le grand oral des chefs de parti devant le patronat. Aujourd'hui, le MEDEF les réunissait à Paris pour évoquer leur programme économique. Édouard Philippe en appelle à maintenir la politique pro-business mise en œuvre depuis 2017. Objectif pour les autres, rassurer les patrons. Le MEDEF avait jugé, je vous le rappelle, dangereuses les mesures proposées par le RN et le nouveau Front Populaire. Alors parlons vrai, est-ce que les appels des milieux économiques à voter contre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National peuvent influencer votre vote ? Est-ce le retour du cercle de la raison d'Alain Minc ? Pour vous, quel programme économique le plus crédible ? Vous dites à 15% le nouveau Front Populaire, à 4% Renaissance, à 10% LR et à 71% le RN. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Pascal Delima sera avec nous, économiste de l'innovation. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, Gabriel Attal s'est affiché dans la posture d'un candidat à Matignon ce matin. Candidat pour rester Premier ministre. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse. Une façon de le confirmer. Il entend bien diriger la campagne législative de la majorité. Alors parlons vrai. Est-ce que Gabriel Attal est l'homme de la situation ou est-ce que c'est mission impossible vu le score de la majorité aux européennes? Et à cette question, Gabriel Attal peut-il sauver la majorité? Vous dites non à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Et puis en plus je sens que ce soir je vais conclure. Les vraies voix Sud Radio. Et on aimerait bien qu'ils concluent vite parce qu'ils parlent longtemps ces gens-là ce soir. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile, vous avez dit que j'avais la main heureuse, pas le pied. Voilà. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Moi je le regarde, mon petit Filinou Bilgerinou. Moi j'adore ces lunettes. Vous avez un petit côté Don Corleone là, je trouve un petit. C'est ce qu'on me dit. Côté un peu parrain, genre vous seriez fait tabasser dans un coin. Mais non, mais moi c'est Gabin dans le clan des Siciliens. Un parrain totalement honnête dans un jeu avec la complicité de Cécile. Non, vous avez, ça vous va vraiment bien. En fait, vous êtes une vraie racaille au fond. Une racaille qui s'ignore. Virtuelle. Voilà. Virtuelle. Avec Sébastien Bénard, entrepreneur dans la food tech et consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Et puis avec une bonne nouvelle pour le mois de mai, en tout cas pour les études, les écoutes digitales de Sud Radio. Et grâce à vous, nous frisons les 5
millions de personnes qui nous écoutent sur le digital. Alors, c'est les enceintes connectées, le numérique et la DAB+, et les tablettes. Et une chose, ça fait plus 114% par rapport au mois de mai de l'an passé, donc de 2023. Alors, on voulait en profiter pour vous remercier. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et on est très heureux. Allez, on passe au 0826 300 300, puisque vous nous écoutez, mais vous nous appelez aussi. Sandra de Vendée est avec nous. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Quel est votre coup de gueule du jour, ma chère Sandra? Alors le NFP, Nouveau Front Populaire, le grand rassemblement de l'incrédibilité. Ah, très bien, ok. Attention, vous allez vous prendre Françoise de Gaulle. Ne bougez pas. Je sais, mais je suis sûre que pourtant, elle me rejoint sur certains points. Ah bah on verra, c'est un bon teasing. 0826 300 300, on écoute le répondeur. Oui, bonjour, Julien de l'Essonne. Je voulais réagir au viol de cette petite fille de 12 ans et je voulais dire que le problème de fond, c'est pas violer parce que juif. Ils l'ont emmenée dans une cave avec l'intention délibérée de la violer de base. Le problème, c'est le viol. Après, il y a un gros problème effectivement avec la religion musulmane et la façon dont elle est interprétée par les jeunes dans les cités, l'endoctrinement qui se passe derrière. Et c'est pas parce qu'elle est juive qu'elle a été violée. Évidemment, le fait qu'elle soit juive aggrave la situation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, elle se serait fait violer. Et des filles qui se font violer dans les cités, c'est des centaines qu'il y a par jour. Et ça, on n'en parle pas. C'est passé sous silence. Monter le combat dans ce sens-là, c'est attiser la haine encore plus. Et donc, je pense que la stratégie n'est pas la plus souhaitable. Bonne journée, au revoir. Non, Merci, c'est intéressant Julien. ce qu'il dit, mais la réalité, c'est que je pense que c'est pas un facteur aggravant. Je pense qu'elle est violée et elle est punie parce que justement, elle a caché sa judéité à son petit camarade. C'est ça l'histoire. Donc, bien sûr que l'antisémitisme. Enfin, l'enquête le déterminera. Hein, non, mais en tout cas, l'antisémitisme est vraiment que dirais-je, un moteur. Moi, là où je rejoins notre Julien, c'est que là où il a raison, c'est que en faire un sujet de campagne est tout à fait indécent. Je trouve ça lamentable ce qui s'est passé hier. La récupération, que ce soit par Renaissance ou que ce soit par... moi, je sais très bien qu'il y a un climat épouvantable dans ce pays, je l'ai assez dénoncé, mais si vous voulez, utiliser cela dans la campagne comme l'a fait Éric Dupond-Moretti, par exemple, hier, ou Alta Leville, ça m'insupporte. Philippe. Moi, je ne baptiserais pas ça récupération. Il est normal que toute la classe politique exploite, dans le bon sens du terme, un créneau. Pas un meeting sur la place de l'hôtel de Ville. Un petit mot. Pas mieux, Philippe Bigère a raison. On ne peut pas se faire. C'est un fait divers, sordide, abominable, mais c'est aussi quelque part un sujet adressé à la classe politique et il est normal que la classe politique y réponde. Il est normal d'aller faire un meeting le soir même sur la place de l'hôtel de Ville. Moi, je trouve pas ça normal que les gens réagissent. C'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Allez, Sandra de Vendée est avec nous et Sandra, vous vouliez peut-être revenir sur le NFP. Oui, alors en fait, ma réflexion elle a été faite, c'est qu'on a 3 filles à la maison qui sont en âge de voter. Et aux européennes, elles ont une sensibilité plutôt de gauche, donc elles ont voté Glucksmann et tout ça, avec des convictions, parce qu'elles y croient et c'est chouette. Et moi, elles ont lu les programmes. Et puis là, patatras. Elles sont perdues. Les électeurs de gauche sont tout aussi perdus, d'ailleurs, que les élus de gauche qui cherchent à s'assurer un poste à tout prix. Donc en fait, aujourd'hui, elles se sentent abandonnées, en tout cas par la gauche modérée et raisonnable. Et clairement, elles voteront pas pour le Front Populaire parce que c'est un melting pot d'idées qui vont du rouge foncé voire Bordeaux au rose pâle, mais ça va pas. Enfin voilà. Et finalement, elle trouvait que le vote du RN c'était un vote excessif. Et dans la gauche aujourd'hui, qui est une gauche plutôt clivante et pour certains, je dis bien pour certains, agressive, en fait, vous savez, on se plaint de voir les électeurs s'abstenir. Mais les élus virent de bord sans tenir compte de leurs électeurs. Il y a encore des élus qui pensent que leur électorat leur appartient. Non, en fait. Allez. Alors, je vais répondre point par point, très court, en vous disant d'abord que ce que vous constatez dans votre famille n'est pas la réalité dans le pays. Il y a une participation annoncée qui est record. Je pense qu'on sera au-dessus de 78% de participation. Et la réalité, c'est que toutes les enquêtes le montrent, 80 ou 85% des électeurs de Raphaël Glucksmann votent pour le Front Populaire. Donc moi, je comprends ces tiraillements. J'entends ce que vous dites. La gauche, ce soir, dans le rolling IFOP, elle est quasiment à 30%, ce qui n'est jamais arrivé depuis 40 ans. Donc ça veut dire que
tout le monde, les électeurs de gauche comme vous et moi sont capables de séparer le bon grain de l'ivraie. Moi, je ne suis pas satisfaite des accords avec LFI, mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore plus monstrueux à mes yeux, c'est l'extrême droite. Voilà. Allez, on en reparlera de toute façon dans quelques instants. Vous restez avec nous, ma chère Sandra, et merci d'avoir choisi Sud Radio. Et puis, dans un instant, les 3 infos des législatives, ce sera avec Félix Mathieu. Et que va dire le procureur ? Est-ce que signer une tribune, c'est un acte ? Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous êtes près de 5 millions à nous écouter sur le digital et on vous remercie de nous avoir choisis et nous allons essayer aujourd'hui de donner le meilleur de nous-mêmes. Un Françoise, un Sébastien, un Philippe. Voilà, c'est ça. On va tenter. Non, c'est Philippe. Filippo Bilgero. C'est ça. Le capo des capi. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le capo des capi? Le chef des chefs. On va s'incliner aujourd'hui, vous inquiétez pas. Ça vous empêchera pas de me contredire. Heureusement, vous n'avez pas une petite bague à embrasser là, s'il vous plaît? J'ai apporté des bonbons. On les attend, les bonbons. On les attend. C'est notre chère Cécile qui les garde. Parce que la vraie chef, c'est elle en fait. En vrai. Voilà. En vrai. Il y a un truc. La vraie marraine, c'est la musique. Bravo Maxime. Tu vois là, dans la salle, en train de recevoir tous tes affidés. Asseyez-vous, taisez-vous, s'il vous plaît. Allez, dans un instant, les 3 infos dans l'actu les 3 infos des législatives, c'est avec Félix Prenez pas Mathieu. l'accent corse pour parler des mafieux, on va avoir des ennuis. Il a fait à 21h les studios. Bonsoir. On va parler tout à l'heure de Gabriel Attal qui se déclare candidat à son poste actuel. Il veut rester Premier ministre. Du rolling IFOP fiducial qui repart en mode législative. Le RN premier, le Front Populaire deuxième, pas très loin derrière. Et puis la majorité présidentielle ensemble un peu plus loin tout de même. Enfin, ces propos homophobes d'un candidat aux législatives sur Sud Radio. Le nouveau Front Populaire condamné lui demande d'arrêter d'usurper l'étiquette. Il est de gauche mais dissident. En 3 mots, ça donne candidat rolling et homophobie. Et on en parle dans un instant. Tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, signer une tribune et s'agir, vous avez 2 minutes. J'essaie d'aller vite. J'essaye de lire toutes les tribunes, même les plus éloignées de mes convictions. Et déjà, j'ai une espèce de répugnance dans la mesure où j'aime énormément l'activité intellectuelle solitaire. Mais bon, ça n'est pas un argument décisif. Le deuxième qui me paraît plus valable, me semble-t-il, c'est le fait que toute tribune sélectionne dans le réel matériel et politique et naturellement élimine de son analyse des choses capitales qui seront peut-être dites par une autre. Et dernier élément, je n'aime pas la manière dont certains, s'affichant comme signataires, s'imaginent que ça va suffire pour nous convaincre. Si je n'ai jamais signé la moindre tribune de ma vie, c'est précisément peut-être parce que je n'ai jamais voulu qu'on puisse m'opposer une tribune pour mettre en doute ma liberté. Françoise Degois. Oui, moi j'aime bien. C'est vrai que je suis exactement comme vous. Je suis tribunovore et j'ai raté celle-là malheureusement, mais je vais la récupérer parce que je trouve que dans ces grands moments politiques, ces grands moments de bascule, je trouve très important que chacun exprime ses arguments. Je ne peux pas être d'accord avec Bruckner, pas plus qu'il ne sera jamais d'accord avec moi, probablement, sauf sur l'antisémitisme, mais je trouve passionnant que tout ça soit mis dans le débat public. Ça m'intéresse. Je veux entendre ce que disent même les soutiens de l'extrême droite, ça m'intéresse. Sébastien Ménard. Moi je trouve qu'en fait vous manquez aux tribunes, Philippe Bilger, donc je vais lancer une tribune pour que Philippe Bilger fasse une tribune. C'est pas mal ça. Des tribunes, j'ai pu en écrire parfois, mais très rare. Non, mais c'est parce que vous aimez que l'exercice en solitaire. Je n'aime pas l'idée de faire croire qu'on emporte avec soi et avec nous une multitude qu'on n'a pas. Et avec nous. Non mais c'est parce que la vérité c'est que Philippe, vous n'aimez pas le partage, vous voulez être le seul à signer votre propre tribune, c'est ça aussi. Sauf ici.
Merci. Voilà, bravo. Allez, merci beaucoup pour ce sujet. Tout de suite, les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. 3 mots qui sont candidat, rolling et homophobie. J'aimerais que les Français me choisissent le 30 juin. Gabriel Attal, candidat à l'élection primo-ministérielle, autrement appelée les législatives. Le Premier ministre espère bien rester à Matignon. Le RN en tête avec 34% des intentions de vote devant le nouveau Front Populaire à 29% dans le premier rolling IFOP fiducial de ces législatives. Et la majorité ensemble arrive 3e à 22%. Et puis quand un candidat aux législatives assimile sur Sud Radio l'homosexualité à une pratique déviante, un péché, il n'a pas l'étiquette Nouveau Front Populaire. Il se présente en dissident, souligne la gauche qui condamne ses propos. Les vraies voix Sud Radio. Il était interrogé sur la présence d'Emmanuel Macron dans cette campagne des élections législatives anticipées. Eh bien, le Premier ministre Gabriel Attal a préféré parler de lui-même, de Gabriel Attal. C'est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français vont choisir un Premier ministre. Évidemment qu'il y aura un avant et un après. Et que, à l'issue de cette élection, nécessairement, il y aura un avant et un après dans la pratique du pouvoir, dans l'équilibre des institutions. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Gabriel Attal peut-il sauver la majorité? On va se poser la question dans le coup de projecteur des vraies voix à 18h40 sur Sud Radio. Le Premier ministre a d'ailleurs, comme Emmanuel Macron sur l'île de Sein, particulièrement ciblé la gauche lors de cette conférence de presse tout à l'heure. Ils sont prêts à s'allier avec n'importe qui. On voit des gens qui se détestent s'allier simplement dans la perspective de se dire ça peut peut-être nous permettre de gagner. Pas pour transformer la vie des Français, juste pour gagner pour gagner. Ils sont prêts donc à s'allier avec n'importe qui et à proposer n'importe quoi. Ils n'ont pas attendu 24 heures avant de se remettre dans la NUPES et de se remettre derrière Jean-Luc Mélenchon. Les mêmes qui, dans vos colonnes, sur vos antennes, j'aurais la main sur le cœur qui ne le feraient pas. En abdiquant, je pense, une partie de leur ligne politique, mais je le dis aussi, une partie de leurs valeurs. En tout cas, en cas de second tour entre la gauche et le RN, l'ancien Premier ministre de droite, Dominique de Villepin, annonce qu'il choisirait le Front Populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national et que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Dominique de Villepin avec David Pujadas hier sur LCI. Et pendant ce temps, Yael Braun-Pivet continue de prendre ses distances avec la Macronie. L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale a annoncé hier soutenir Gilles Legendre, député sortant non réinvesti par Renaissance à Paris et qui se présente en candidat dissident. Et bien ce matin sur Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin l'a aussi interrogé sur son pire souvenir à la présidence de l'Assemblée. La réponse de Yael Braun-Pivet. Mon plus mauvais souvenir, eh bien... j'ai pas envie de vous dire la dissolution. Dites-moi. Mais si je vous dis dites-moi. La dissolution, c'est pour ça que je vous pose la question pour savoir. Parce que vous êtes honnête. Mais je suis honnête. Alors c'est la dissolution parce que j'avais beaucoup de choses à faire à l'Assemblée. Depuis 2 ans, je l'ouvrais aux citoyens. Quant à son meilleur souvenir, c'est son élection au perchoir. D'ailleurs, Yael Braun-Pivet dit espérer le retrouver, ce perchoir, après les élections législatives. Françoise de Gouaz. Je dois faire un petit mea culpa par rapport à Yael Braun-Pivet, qui est quelqu'un que j'ai toujours considéré comme manquant de courage et dans son exercice. Et le 7 octobre, ça a changé pour moi, parce qu'elle est devenue une victime et que ça m'a beaucoup ému, la façon dont Jean-Luc Mélenchon l'avait pris pour cible. Je trouve ça extrêmement douloureux, parce qu'aucun de nous ne peut réaliser ce que ça représente véritablement. Donc ça m'a beaucoup ému. Et depuis la dissolution, je la trouve super intéressante. D'abord, c'est quelqu'un qui est un peu sur la ligne de Villepin, qui a dit moi, je ne confonds pas tout, je mets pas de signe égal entre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement national. Alors je regarderai si c'est un candidat LFI, qu'est-ce qu'il a dit, mais je ne mets pas de signe égal pour moi. Et là, aller soutenir Gilles Legendre, je trouve intéressant. C'est quelqu'un qui est en train de prendre sa liberté, et d'un seul coup, je la regarde différemment en me disant c'est qu'il la prenait quand même un peu avant. Hein. Mais on sentait déjà les prémices. Cécile, je suis d'accord avec vous, mais elle la prenait, mais elle allait jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle faisait savoir qu'elle n'était pas d'accord, mais à la fin, finalement, elle cannait. Là, moi, je trouve que c'est assez intéressant. On en vient au premier rolling d'IFOP fiducial de ces législatives pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. Avec le Rassemblement national, premier à 34% des intentions de vote, suivi par le nouveau Front Populaire, deuxième à 29%. La majorité ensemble arrive troisième, 7 points derrière, à 22%. Quasiment 2/3 des électeurs prévoient d'aller voter au premier tour. Ils sont plus de 8 sur 10 à se dire sûrs de leur choix. Un rolling à retrouver chaque jour dès 17h sur sudradio.fr.
faire comme lors des européennes. Et puis sur ces propos homophobes tenus ce matin par un candidat aux élections législatives. Ismaël Boudjekada, conseiller municipal dans le Doubs et candidat d'hiver gauche sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. Lui qui se revendique du nouveau Front populaire, mais c'est un dissident, souligne Marine Tondelier notamment. Sinon, il aurait été immédiatement désinvesti, dit-elle. La patronne des écologistes condamne des propos honteux d'Ismaël Boudjekada, propos tenus ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Nous ne sommes pas responsables de l'interprétation que font des croyants ou des pseudo-croyants des textes saints. À partir du moment où, effectivement, on vous explique que c'est une pratique déviante en islam, on vous explique en parallèle que Dieu pardonne tout sauf l'association. Simplement pour dire que tout est pardonné en religion musulmane, y compris l'homosexualité considérée comme un péché. Pour vous, l'homosexualité est une pratique déviante? Franchement, je vous le dis, est-ce que c'est dans l'ordre naturel des choses dans le cadre de la reproduction? La réponse, c'est non. Est-ce que moi, Ismaël Boudjekada, élu de la République française, je vais me permettre d'aller juger des gens sur la base de leur orientation sexuelle, alors même qu'ils sont peut-être mieux que moi, humainement parlant? Jamais de la vie, monsieur Bourdin. Ismaël Boudjekada chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Face à lui, dans cette 9e circonscription des Français de l'étranger, le vrai candidat officiellement investi par le nouveau Front populaire est donc Karim Bencheikh, font savoir les équipes des partis membres de cette coalition de gauche, parti qui demande d'ailleurs à Ismaël Boudjekada d'arrêter de revendiquer cette étiquette du nouveau Front populaire. Merci beaucoup Félix Mathieu. On va revenir dans un instant sur les législatives 2024. Les différents chefs de parti et de coalition sont auditionnés ce jeudi devant les organisations patronales afin de présenter leur programme économique, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que tous les appels des milieux patronaux à voter contre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national peuvent influencer votre vote? Est-ce que c'est le retour du fameux cercle de la raison d'Alain Minc? Et à cette question, pour vous, qui a le programme économique le plus crédible, vous dites à 16% le nouveau Front populaire, à 4% Renaissance, à 10% LR et à 70% le RN. Vous voulez réagir? D'attend vos appels au 0826 300 300. Et Pascal Delima est avec nous, économiste de l'innovation. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question, est-ce que finalement, face à ces comptes publics dégradés, la seule solution n'est pas l'austérité? L'une des solutions, c'est effectivement l'austérité. Ça, c'est évident qu'il faut économiser sur les dépenses, augmenter les impôts. Ça, c'est le premier point. Mais il n'y a pas que l'austérité. Il y a aussi les taux d'intérêt doivent baisser pour alléger la charge de la dette. Et bien évidemment, se retrousser les manches, travailler, avoir un projet professionnel pour faire de la croissance. Et ben voilà, c'est en résumé. On en parle dans un instant. À tout de suite. Liv David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec ces remerciements jamais suffisants de votre fidélité à Sud Radio, que ce soit nous écouter en direct à la radio, que ce soit sur une écoute digitale, puisque grâce à vous, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et voilà, et sans vous, on ne ferait rien. Merci en tout cas. Merci à vous. Le de Philippe David est très important dans cette hausse, je suppose. Vous testez spécifiquement les calembours de Philippe David? Ah bah Philippe David, c'est 90% de l'antenne. D'accord, c'est ça. C'est ça. De toute façon, on le sait, on sait. On sait que c'est lui. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on le garde. Sinon ça se saurait. Bienvenue avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard aujourd'hui. Et vous au 0826 300 300. Allez, c'est le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. 15 minutes pour convaincre le patronat. Le MEDEF va auditionner ce matin des responsables de partis politiques pour qu'ils détaillent leur programme en vue des législatives. Le programme du Front populaire contient des chiffons rouges absolus pour les chefs d'entreprise. Le monde économique n'est pas très rassuré, donc jusqu'à maintenant on n'a pas des programmes très clairs. Alors on est bien d'accord qu'il y a un vrai problème sur le pouvoir d'achat et qui doit être rectifié, mais c'est pour ça qu'il y a une inquiétude. À partir du moment où il n'y a pas de visibilité, on reste très inquiet sur la suite. Et le grand oral des chefs de parti qui était devant le patronat aujourd'hui, le MEDEF réunissait donc à Paris pour parler de leur programme économique. Tous ces chefs de parti, Édouard Philippe a rappelé aussi à maintenir la politique pro-business mise en œuvre depuis 2017. Objectif pour les autres, rassurer les patrons. Le MEDEF, pour rappel, avait jugé dangereuses les mesures proposées par le RN et le nouveau Front populaire. Alors parlons vrai, est-ce que vous croyez aux programmes économiques des candidats aux élections? Est-ce que face au programme, il n'y a pas une fois élu la réalité économique qui mettra
mettra tout le monde d'accord. Et à cette question, pour vous, quel programme économique le plus crédible? Vous dites à 16%, le nouveau Front Populaire, à 4% Renaissance, à 10% LR, à 70% le RN. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Pascal Delima est avec nous, économiste de l'innovation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. C'est très agréable, Pascal, puisqu'on vous voit souvent. Vous me permettrez de vous dire, prénommer Pascal, qui est votre prénom d'ailleurs. Oui, mais ça tombe bien. Ça tombe bien, absolument. Si vous l'appelez Georges, ça va être plus difficile. Fois, je vais avoir droit à une vision partisane qui probablement occultera mes ignorances économiques. En gros, sur l'excellente question de Sud Radio, je considère toujours au nom peut-être d'un manque d'objectivité et peut-être également d'un défaut de savoir que le programme du nouveau Front Populaire est au fond porteur d'un désastre économique et social. On ne produira pas, on ne travaillera plus, il y aura un certain nombre de conséquences extrêmement graves qui semblent être admises par un grand nombre de citoyens. De l'autre côté, le Rassemblement national, c'est probablement aussi un désastre pour d'autres raisons. Il suffit de considérer l'impréparation, les reculs, les reniements, le fait qu'il y ait plus qu'un hiatus entre Marine Le Pen et Jordan Bardella pour considérer que ce programme, à supposer qu'il se réalise, sera dévastateur. Et paradoxalement, pardon, je suis un peu long, mais je promets, je poserai plus rien. Heureusement que tu connais rien au sujet. Ma troisième observation, c'est de dire que je suis étonné par le choix des auditeurs qui considèrent que le Rassemblement national a le programme le plus crédible, ce qui me paraît pas du tout pertinent. Et en réalité, la cohérence serait, mais ça n'est pas celle-là qui prévaudra, entre le macronisme, aussi discutable qu'il soit sur le plan économique, et les républicains raisonnables. Françoise Deloy. Alors, je voulais juste dire d'abord que je ne sais pas s'il y a un maximum, nos auditeurs pensent ce qu'ils pensent. En réalité, par exemple, Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie, a validé le programme du nouveau Front Populaire. Et Thomas Piketty, bien sûr, parce qu'il en fait partie. Mais Esther Duflo, c'est beaucoup plus, c'est haut niveau, c'est un très haut niveau. Esther Duflo, elle n'est pas militante, elle n'est pas partisane. Si elle dit ce programme tient la route, il tient la route. Et cet après-midi, je vous le dis parce que il y avait l'audition, et je pense que le duo Éric Coquerel, Valérie Rabault, Coquerel, sur la question des finances, tout le monde lui reconnaît sa qualité. Ils ont présenté quelque chose qui n'a pas été voué aux gémonies par le MEDEF. Ils ont présenté un programme. Et, bien sûr que ça n'a rien à voir avec ce que fait Renaissance, c'est à l'inverse. Renaissance, c'est la politique de l'offre. Voilà, le Front Populaire propose de redonner du pouvoir d'achat, évidemment recréer de l'activité, recréer de la consommation. C'est assez classique. C'est un programme, c'est Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry en 97. En gros, si je peux faire cette référence-là. Donc voilà, je veux bien que on explique que ça va être les sauterelles, si vous voulez, les furoncles et les 7 plaies d'Égypte. Mais la réalité, c'est que le MEDEF, cet après-midi, a écouté avec beaucoup d'attention et pas en jetant à la poubelle ces deux spécialistes que sont Coquerel et Rabault. En contradiction l'un et l'autre. Sébastien Ménard. Moi j'adore les gens qui pensent et commentent l'économie mais qui la font pas. C'est le cas de Coquerel, c'est le cas de Piketty, c'est le cas... Alors Coquerel, il est entrepreneur. Hein. Il est entrepreneur, Attendez, Coquerel, je l'ai affronté aux législatives. À l'époque, il n'était pas entrepreneur. Peut-être, mais il n'était pas entrepreneur. Et je peux vous assurer qu'il est entrepreneur comme moi, je suis archidiacre. Non, il est spécialiste des comptes publics. Bien sûr, il est spécialiste des comptes publics, bien sûr, comme moi, je suis diacre. Voilà, donc moi, je veux bien... Non, mais je vais aller au bout, parce qu'on veut bien écouter les inepties de la NUPES, parce que le Front Populaire, c'est la NUPES. Voilà, faut quand même pas l'oublier. La NUPES dont vous disiez sur cette antenne, ma chère Françoise, qu'elle était morte il y a 2 mois, et bizarrement, elle est... Mais si, c'est la NUPES. C'est la NUPES en pire. C'est la NUPES en pire. L'antisémitisme en plus. Voilà, c'est ça le sujet. Mais vous pouvez pas lancer des attaques comme ça. C'est la réalité. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout. En tout cas, autour de cette table, vous avez la chance d'avoir un entrepreneur, j'en suis. Mais d'accord, je fabrique des emplois, je paye beaucoup d'impôts. Je vais aller au bout. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas totalement étonné
que des entrepreneurs, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, il y a des entrepreneurs de gauche, des entrepreneurs du centre, des entrepreneurs de droite, qu'ils rejettent dos à dos les programmes économiques totalement, je dirais, messianiques, totalement délirants de la NUPES et du Rassemblement national. Parce que c'est ça la réalité. Alors peut-être que effectivement certains ont eu le macronisme récent frileux, d'un certain nombre de reproches à adresser à celles et ceux qui conduisent au destin du pays depuis quelques mois, mais en tout cas, enfin depuis quelques années, mais celles et ceux qui font aujourd'hui l'économie, qui font l'emploi en France, évidemment, ne rejettent pas pour rien dos à dos les programmes de la NUPES et du Front National, qui sont des programmes économiques qui ne tiennent pas. Voilà, c'est pas. Enfin, quand j'entends les leaders de la NUPES qui disent que on va augmenter les impôts de tous les Français quand on gagne plus de 4 000 €, c'est ce qu'ils ont dit. Non, je suis désolé, je l'ai noté, je viens de le relire. Ben, c'est une réalité. Donc je dis à tous nos auditeurs qui gagnent plus de 4 000 €, attendez-vous avec la NUPES à voir vos impôts mécaniquement augmenter. C'est-à-dire quand vous allez rentrer de vacances fin août, attendez-vous à ça. Pascal Delima, vous êtes économiste de l'innovation. Alors, je vais rappeler vos tendances économiques. Si je ne m'abuse, vous êtes un keynésien modéré. Bien sûr, un keynésien modéré. Est-ce que pour vous, finalement, c'est une des questions de lancement, les impératifs budgétaires et l'état économique de la France sera plus fort que toutes les promesses électorales? Alors, grande question de thèse. Hein. Là, on a pour des semaines alors. Normalement, que ma question était bonne, ça pourrait être un sujet de thèse. Normalement, c'est 4 ans. Non, il veut que vous vous taisiez, c'est ça. Merci Cécile. Vous allez avoir bon, laissez-le faire la synthèse. Oui, je vais essayer de faire la synthèse. Pour moi, c'est clair qu'il y a des tendances. Des grands messages un peu dans ces programmes. La question de la trajectoire des finances publiques, c'est clair, elle s'invite fortement au débat, avec une vraie priorité sur le pouvoir d'achat, sur les politiques de demande. On parle pas beaucoup, mais il y a le logement aussi qui revient souvent, bien évidemment. Ça me paraît timide quand même sur les politiques d'offres, sur le marché du travail, sur la fiscalité d'entreprise, sur la compétitivité. Même il y a une vraie volonté affichée un peu partout quand même d'aller vers une transition écologique, etc. Mais bon, assez peu de choses sur les qualifications de demain. Donc ça, c'est un premier constat. Parti par parti, en 10 secondes hein, pour chaque, on va dire pour chaque candidat, pour chaque parti, pour LFI, il y a quand même, c'est vrai, des dépenses publiques importantes, financées par une pléthore vraiment multidimensionnelle de taxation, un peu de tout, avec certes une ambition sur la redistribution vers le pouvoir d'achat, hein, c'est clair, avec le retour de la taxe sur les transactions financières, sur les grandes entreprises aussi, un petit peu de protectionnisme très très léger, et bon, un souci d'investissement massif sur la transition. Renaissance, c'est plutôt les coupes budgétaires avec une réorientation des dépenses sur la transition écologique aussi. Voilà, des détails à préciser quand même sur le bouclage financier, je pense aussi. LR, c'est un petit peu comme Renaissance sur certains aspects, mais bon, sur les dépenses publiques en tout cas, mais il y a la sécurité en plus. Il y a l'augmentation des salaires en réduisant les cotisations sociales. Et enfin RN, il y a beaucoup de dépenses aussi, c'est un petit peu comme LFI, tout sur le pouvoir d'achat des Français, effectivement, avec un catalogue assez dense de mesures, voilà, sur le pouvoir d'achat. Mais par contre, sur les impôts, c'est plutôt une baisse assez importante de tout type d'impôts finalement. Moi, je dirais, il y a des estimations qui ont été faites, voilà, il y a des estimations très chiffrées. LFI, alors évidemment, c'est conditionné par les sources. C'est des sources plutôt, on va dire, de presse. Hein. On n'a pas fait encore d'études d'impact vraiment très sérieuses, de recherche vraiment scientifique sur les impacts encore. Mais il y a des estimations qui sortent. Elles ont le mérite d'exister. LFI, toutes les dépenses plus investissement, on serait à 120 milliards à peu près, avec des recettes autour de 70, donc un trou de 50 milliards. Renaissance, on aurait un trou de 20 milliards. Bon, voilà, avec des dépenses plus investissement, 50 milliards et des recettes. Alors des recettes, c'est les fonds européens et c'est des économies. Donc on les met ensemble pour simplifier. 20 plus 10 milliards, ça ferait un trou de 20 milliards. Les Républicains, on est plutôt à l'équilibre d'après les premières estimations, mais bon, il y a assez peu de choses, donc c'est assez moins volumineux. Mais on serait sur 25 milliards de dépenses et de réduction d'impôts, et puis des recettes et des économies autour de 25 milliards.
et le Rassemblement national un trou de 60 milliards. Donc les deux partis qui, d'après ces estimations, creusent quand même nettement le déficit, c'est LFI et RN. Voilà. Pascal Delima. Si vous me demandez mon avis, moi, clairement, c'est que sur le terrain de l'inflation cumulée, sur le terrain du taux d'emploi, sur le terrain du taux de pauvreté, on n'est pas pire que l'Union européenne et que l'Allemagne. Et que voilà, il faut qu'on cible tout sur la simplification administrative, sur effectivement certaines mesures pro-entreprise. Comment vous voulez faire travailler la population, faire de la croissance si on ne prend pas davantage en compte les entreprises, tout en protégeant les situations de précarité extrême. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Déjà notre vraie voix du jour. Bonsoir Sandra. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. J'ai ma langue à fourcher, j'ai dit Sandra, mais vous avez le droit de vous exprimer. Oui. Toutes les excuses. On vous écoute. On vous écoute Sandra. Je vous en prie. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font un choix de vote, ils le font pas avec cette perspective économique, parce qu'en fait, ils ont d'autres urgences dans leur quotidien. Alors, ils n'ont pas malheureusement. Alors, c'est pas disqualifiant, mais ils n'ont pas la connaissance que les gens autour de votre table ont sur les chiffres, sur les niveaux d'endettement, sur la capacité à lever de l'impôt. Alors, parce qu'on leur dit pas, on leur explique pas, on leur balance des milliards d'euros pour information qui aujourd'hui dans leur quotidien pèse pas lourd. Renaissance, ils parlent d'écologie, ce qui est très bien. On sait qu'il y a cet impératif-là, mais il y a un impératif premier, c'est se loger, se nourrir, se soigner. Et donc, quand vous parlez aux gens d'écologie, qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et trouver de médecins et se nourrir correctement, si vous voulez, il y a un décalage énorme. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a des votes extrêmes. C'est qu'on n'est pas dans la raison, on est dans l'agacement, dans l'envie de renouveau, dans l'espoir. Moi, je voudrais vous répondre, si vous voulez bien, parce que c'est intéressant, c'est toujours pertinent ce que vous dites depuis le début de l'émission, mais je suis tout à fait contre l'idée que les gens ne regardent pas. Vous savez que les Français, quand ils s'emparent d'une élection, ils deviennent des spécialistes de la chose. En 2005, ils se sont emparés du référendum, c'était tous devenus des constitutionnalistes. Et je vous assure que, contrairement à ce que vous pensez, bien sûr, il y a les chiffres en gros, mais ils regardent vraiment les programmes. Et d'ailleurs, les états-majors le savent bien, et c'est pour ça qu'ils prennent autant de précautions, parce que ce qu'on sait, c'est que les Français, quand on est sur ces niveaux de participation, regardent et écoutent tous les programmes. Allez, 0826 300 300, restez avec nous. Sandra, Paul est avec nous du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Eh ben moi je suis effaré par plusieurs sujets là qui sont évoqués, notamment par Françoise. Aujourd'hui, on est employeur. Moi, j'ai 9 salariés. Alors là, on va augmenter les salaires. C'est très bien, on augmente les salaires. On va nous mettre hors sujet. On va se retrouver avec des prix qui vont flamber. Nos prix de vente ne suivent pas. Donc, on va arrêter. Donc, moi, il y aura 9 chômeurs l'année prochaine. Si le front de gauche passe, là, moi, il y a 9 chômeurs l'année prochaine. Parce que chez moi, il n'y aura pas la rentabilité. On ne passera pas. Parce que moi, j'ai que des salariés qui habitent en France, on leur paye les heures supplémentaires, on paye tout ce qu'il y a à payer. Et aujourd'hui, on est déphasé par rapport aux Espagnols, par rapport aux Marocains, par rapport aux... Voilà. Donc, on arrêtera. Et si les gens ne le comprennent pas, aujourd'hui, il va falloir bosser. Et ce que les gens promettent, là, le Front de gauche notamment, c'est travailler moins. Ensuite, Renaissance, ils sont disqualifiés parce qu'ils ont un bilan de 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont fait n'importe quoi. On distribue des milliards, l'argent n'est pas là, on l'emprunte, et résultat des courses, les jeunes générations vont devoir payer 7 ans de Macron. Et qu'est-ce que c'est votre solution alors du coup ? Moi, ma solution, c'est que l'État fasse des économies. Parce donc que c'est tout l'argent qu'on ne prélèvera pas, ce sera autant d'argent qui permettra de développer les entreprises, d'augmenter les salaires et compagnie. Et parce que l'État coûte trop cher aujourd'hui. On a plusieurs strates administratives, ça coûte très cher. Il y a eu une réforme des grandes régions, ça a coûté de l'argent, ça ramène rien. Et tout est à l'avenant. Et tous ces hauts fonctionnaires qui se sont lancés en politique, c'est un désastre. Parce qu'ils ne rendent jamais de compte, et c'est une honte. Moi j'en ai ras le bol. Franchement, c'est pas le bol, c'est plus bas même. Merci beaucoup, Paul, qui parle vrai. On ne peut pas dire le contraire. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit, Pascal Pascal Delima, en 15 secondes pour répondre à Paul et à Sandra.
En 15 secondes, bien sûr alors il y a des partis qui font ça dans les programmes, des économies de dépenses, c'est prévu par Renaissance, bien évidemment, ça a déjà été commencé, mais c'est pas très clivant. Mais comme d'habitude, il faut une baisse des dépenses, mais il faut aussi protéger les Français, et puis il faut aussi que les entreprises soient, ne serait-ce que la simplification administrative déjà, ce serait un grand bien pour les entreprises, je pense, et quelques mesures ciblées sur le pouvoir d'achat pour vraiment protéger ceux qui ont des vraies difficultés, qu'il n'y ait pas des effets d'aubaine dans l'économie non plus, et que tout ça soit mesuré et pondéré. Merci mille fois Pascal de Lima d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Sandra de Vendée. Et je pense qu'elle est coriace. Elle est forte, elle est excellente. Elle va vous humilier. Allez, à tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. À ce moment-là de l'émission, on arrive à un point de rupture total, je dis. Même si ces dernières semaines, je peux, assurer qu'ils ont repris un peu de dignité ces derniers temps. Parce qu'on est préoccupé par autre chose, en fait. Et les horaires sont respectés. Et les horaires sont respectés. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça que je suis toujours en alerte sur le qui-vive. Vous avez raison. Ça peut partir au n'importe quel moment. Sandra est avec nous de Vendée. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Je vous rappelle, en face de vous, Philippe Bilger, Françoise de Gois, Sébastien Ménard. C'est-à-dire que des nazes. Vous êtes donc livré à vous-même. Je n'y peux rien, c'est comme ça. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix et c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Donc Sandra, vous répondez, vous avez 5 secondes pour répondre. Et le qui c'est qui l'a dit, de 2 points, c'est le premier. Le Front populaire n'est pas un front, il est loin d'être populaire. Oh, humour. Oh là là, alors là, ça c'est... ça sent le ministre. Ouais, je dirais le maire. Bonne réponse de Sandra Bruno Le Maire. C'est bon. Elle est forte, cette Sandra. C'est qui l'a dit à 2 points? Jordan Bardella et Marine Le Pen sont des girouettes qui ont changé d'avis sur tout. Ils le disent tous, mais Attal? Non. Pas Attal. Non. Philippot. Non. Retailleau. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Et Sandra qui est devant. Philippe Bilger qui dit pas Retailleau. C'était pour vous, Philippe, ça, c'était pour vous. Non, mais Retailleau. Ça y est, tu l'aimes plus. Un peu en disgrâce. Ah, bah oui, bien sûr, il n'y a que. Il est en Vendée, hein. Oui. Il y a que Sandra allait trouver. Il n'y a que Attal à tes yeux. Vendée, oui, c'est ça. Question, qui c'est qui l'a dit 3 points. Quand on demande au nouveau Front populaire quelles sont leurs priorités, ils répondent réforme des retraites et hausse des impôts. Sandra. C'est un ministre. Un ministre. On peut tous le dire. Et qui est originaire de l'Ouest. Roland Lescure. Non. De l'Ouest. Il s'occupe de la transition. Bonne réponse de Philippe Bilger. Moi, j'ai rien sauvé du tout. Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Sandra? Et elle est facile. Mon plus mauvais souvenir à l'Assemblée, la dissolution. Ça c'est cadeau. Oh la vache. Vous voulez vraiment faire gagner Sandra? Sandra, ça nous fait plaisir. Mais le mérite. Elle est forte. Et qui c'est qui l'a dit 2 points. Le Hamas est un mouvement théocratique. Oh là, ça sent le... Oh là là. Sandra, langue au chat? Non, j'ai rien. Manon Aubry. Non. Ah bon? C'est bon part? Bonne réponse de Françoise de Gois qui engrange 2 points. Au moins, l'honneur est sauf. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Le programme du RN, c'est comme un oignon qui se pèle tous les jours et il ne reste que les yeux pour pleurer. C'est facile. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui en même temps. Non, c'est moi en premier. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Je quitte cette émission. Tu partages des points. Alors je mets 1 point à chacun. Merci. Attendez, excusez-moi. Nous avons dans le studio des jeunes gens. Alors, à main levée, vous avez dit Philippe Bilger. Elle a totalement. C'est moi, il a dit moi. Il a dit c'est moi. C'est moi. Chacun. Si tu crois qu'ils sont fiables, merci jeune homme. Il est en train d'aller les. Il a été leur faire son charme avec son poste à 3 pièces. Qui c'est qui l'a dit? On continue à 3 points sur la dette publique. Quelle honte. Quelle indignité. Le vrai moment dangereux, c'est quand on ne garantit pas à ses prêteurs qu'on est capable de tenir ses engagements. Sandra. Ah ouais, on a déjà dit le maire, donc ça peut pas être Non. Cazeneuve. Attal.
Édouard Philippe. Bonne réponse de Sébastien Ménard. C'est bien. 3 points. Attention. Allez, la dernière. 2 points. Qui c'est qui l'a dit? L'extrême droite ne combattra jamais la domination masculine. Sandra. Oui. Attendez. Sandra. Je sais pas. Sandrine Rousseau. Non. Eh ben, Clémentine Autain. Bonne réponse de Françoise Degois qui marque 2 points. Oui, mais quoi? Oui, mais elle est avantagée parce qu'elle connaît tout de suite. Ben oui, évidemment. C'est que ses amis, on parle que de ses amis. Vous me rajoutez les 3 points. Hein. Non, vous avez perdu. Alors, écoutez, c'est Sébastien Ménard, 6 points. Non, mais Philippe David, je suis désolé, c'est comme une élection, c'est le public qui parle. Voilà. Sur 4 points, c'est le public qui parle. Je suis désolé. On a une jeune fille honnête. Remettez les points. Non, Philippe Bilger. oui. Attendez, dans ces cas-là, faut que j'en enlève un. Sébastien, il a pas dit Bilger qui a parlé. Et dans ces cas-là, il y a 2 gagnants, Sébastien Ménard et Philippe Bilger. Regardez les enfoirés. Mais de toute façon, tant pis, on vous mettra aux élections, de toute façon. Vous serez là, dans la masse. Non, mais cette ville est d'une intégrité. Vous avez finir au livre, Philippe. On vous vous êtes des enfoirés. Les amis, Sandra, merci beaucoup, Sandra. Vous avez été. C'est la guerre sur le plateau. Ouais, c'est la guerre, mais j'avais prévenu. Sandra, sur les enfants. Merci, on vous embrasse. Vous avez été formidable. Merci d'avoir joué avec nous et merci d'avoir été notre vraie voix du jour. Vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu des vraies voix. Le tour de table de l'actu, on se remet dans le mode travail, Philippe Bilger. On parle d'Émeric Caron, qui est détestable. Avec Françoise Degois. Eh bien, le banquier qui dit taxe riche, c'est pas mal. Mathieu Pigasse vote Front Populaire. Et oui. Avec vous, Sébastien Ménard. Moi, je vais parler de ce dont parle Françoise Degois, c'est-à-dire le grand bazar. Allez, un peu de silence pendant quelques instants. À tout de suite. Alléluia. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix tous les jours de 19h, de 17h à 19h. Philippe Bilger pour nous accompagner au quotidien et on en est très content. Françoise Degois le mardi et le jeudi, c'est une très bonne nouvelle. On en est moins content. J'attendez-vous une très bonne nouvelle. Ah, c'est bien. Ça me plaît. Non, mais qu'est-ce que cache cette gentillesse? Non, mais de vous, ça m'étonne pas. Non, mais moi, je dis toujours la vérité. Non, c'est vrai que vous m'aimez, je sais, contrairement à d'autres. Regardez, Philippe Bilger, Philippe David est magnifique. Qu'est-ce que vous parlez bien? Oui, vous êtes beau. Vous êtes beau à l'intérieur, Philippe David. Il est mignon. À l'intérieur. Non mais Philippe David est un garçon charmant, intéressant et intelligent. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe? Point. C'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit. Vous avez dit à l'intérieur, ma chère. Non, ça sent la fin de saison, mais vraiment. Regarde les allures qu'on a autour de cette table. On a donc les enfance. On a Kim Bill. Moi, je suis Kim Bill, il manque juste mon sabre. On a un macronien défroqué. Non, mais là, on dirait l'arnaque. Tu sais, on dirait l'arnaque Paul Newman et Robert Redford avec son truc, son gilet. Défroqué au sens figuré. Ah oui, donc vous êtes en dire qu'on est dans le bas du panier, c'est ça? C'est-à-dire, je sais pas à quoi on ressemble en fait. Je pense que je me demande. Plus grand chose en fait. Et puis après, avec la blondasse, évidente. Et puis le chauve. Allez, on est très en retard. Allez, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix. Et quoi? Les vraies voix Sud Radio. Et dans un instant, avec Félix Mathieu, vous avez la parole. De quoi parle-t-on, Félix Mathieu? De cette ancienne députée macroniste qui se présente désormais sous les couleurs de l'Alliance Les Républicains, Rassemblement National, Tiffany Degois. On est avec elle dans un instant, c'est en Savoie. Oui, Françoise. Et comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt la synagogue au milieu du shtetl, vu mon coup de gueule du jour. La Ligue des Nations de football, compétition qui se joue tous les 2 ans, va reprendre ses droits début septembre. Dans le groupe de la France se trouvent 2 gros morceaux, l'Italie et la Belgique, et un promu venant de la Ligue des Nations B, Israël. Jusque-là, rien de spécial. Israël joue depuis des décennies avec les pays européens. Nombre de pays de la Confédération asiatique de football, au sein de laquelle jouent ses voisins, refusant de jouer contre l'État hébreu. Pour l'ouverture de la compétition, devait se tenir à Bruxelles le match Belgique-Israël le 6 septembre prochain. Un match qui n'aura pas lieu dans la capitale belge, puisque hier, les agences de presse ont reçu ce communiqué hallucinant. Je cite, « Aujourd'hui, et après une analyse consciencieuse et approfondie, force est de constater que l'annonce de la tenue d'un tel match
dans notre capitale, en cette période particulièrement troublée, provoquera incontestablement d'importantes manifestations et contre-manifestations, compromettant ainsi la sécurité des spectateurs, des joueurs, des habitants de Bruxelles, mais également de nos forces de police. Bref, l'équipe d'Israël, que certains doivent confondre avec un commando de Tsahal, n'est pas la bienvenue à Bruxelles. Un communiqué qui a reçu cette réponse de la Fédération israélienne de football, je cite, « Bruxelles ne veut pas accueillir le match ? Il n'y a pas de problème. Nous viendrons, peu importe la ville qui nous accueillera. Toutes les villes sont OK pour nous. » Et je suis outré de la lâcheté des autorités bruxelloises qui capitulent devant la peur des réactions de la rue. Mais il est vrai que Molenbeek et certains quartiers de Bruxelles sont assez peu juif-friendly aujourd'hui. En 1938, après les accords de Munich, Churchill avait dit « Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur et il aura la guerre. » Une citation qui est encore d'actualité. Philippe Bilger. Est-ce que le gouvernement belge a donné des explications? Je vous l'ai donné. Non, mais il y a que ça. Oui, il y a que ça. Oh non, mais c'est une honte. Non, mais il n'y a aucune explication. Je ne demanderai pas à Cécile de nous donner le propos. En bruxellois. De toute façon, il n'y a aucune explication qui tient. C'est absolument lamentable. Non, et puis c'est pour s'éviter des ennuis. C'est un signal dégueulasse qui est envoyé. Non, c'est dégueulasse, tout simplement. Voilà. Mais c'est la démission du politique face à la montée du communautarisme et de l'antisémitisme. C'est clairement ça. Voilà, c'est triste. C'est aux portes de la France et c'est en Europe. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix, en Savoie, une ancienne députée macroniste se présente désormais sous les couleurs de l'Alliance Les Républicains, Rassemblement National. Tiffany Degois, élue en 2017 sous les couleurs d'En Marche. Elle était alors la plus jeune députée de l'Assemblée nationale après la première élection d'Emmanuel Macron. Au cours de ce premier quinquennat, elle avait pris ses distances progressivement avec la majorité. Elle ne s'était donc pas représentée aux législatives en 2022. Hors surprise dans ces législatives anticipées 2 ans après, la revoilà, mais sous les couleurs donc de LR et du RN. Bonsoir Tiffany Degois. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vrai que ça te quoi surprendre un peu de passer d'Emmanuel Macron à Jordan Bardella en quelques années. C'est pas une sorte de grand écart politique ? Non, pas du tout. Vous l'avez rappelé rapidement dans mon parcours. Moi, j'ai toujours défendu une ligne de droite. Je m'étais investie en 2017 parce que à l'époque, Emmanuel Macron appelait un grand rassemblement, ni de droite ni de gauche, mais dans l'intérêt de la France. J'ai été élue à 24 ans. J'ai eu cette chance, mais j'ai eu cette chance aussi de devoir apprendre à avoir le courage d'affronter, d'expliquer mes engagements. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai rejoint avec Éric Ciotti, qui a eu le courage finalement de lancer ce grand rassemblement, cette grande dynamique, parce que moi, de mon expérience, j'ai été confrontée à l'inertie des institutions, aussi à une communication à outrance, et j'ai dû me battre pour défendre des convictions qui correspondaient à la voix des habitants que je devais représenter, mais qui n'étaient pas entendus dans la majorité. À quel moment, Stéphanie Degois, avez-vous Tiffany. Tiffany. Oui. Tiffany. Ah, pardon. Tiffany Degois. Pardon d'avoir écorché votre prénom. Quel dommage que vous appeliez pas Françoise. Il y aurait une révolution. Mais plus sérieusement, Tiffany, à quel moment avez-vous perçu que vous ne pouviez plus rester au sein du macronisme? Qu'est-ce qui a été l'événement décisif, s'il y en a eu un? Il y a eu une succession d'événements. Je me suis souvent trouvée très seule sur les bancs de la majorité à l'Assemblée nationale, quand il a fallu à la fois défendre l'expulsion d'étrangers qui avaient commis des délits ou des crimes. Je me suis aussi retrouvée toute seule quand il a fallu défendre l'opposition au regroupement familial. La même chose il y avait eu des engagements pour baisser les taxes et les impôts, notamment les impôts de production, qui aujourd'hui étouffe notre industrie française. Finalement, entre ce qui avait été promis et ce qui avait été réalisé, ça n'avait pas du tout été le cas. Donc en fait, successivement, à chaque fois que je m'impliquais dans un projet, je voyais bien que la communication prenait le pas sur les résultats concrets. Donc je m'étais engagée pendant 5 ans auprès de la majorité présidentielle. Donc j'ai tenu cet engagement en étant libre de ton et libre dans mes votes. Mais c'est pour ça que je ne suis pas repartie. Allez, Sébastien, mais très rapidement, Sébastien. On assiste à la limite du parti qui est le mien, c'est-à-dire la limite du en même temps. C'est-à-dire qu'on peut aller de Gabriel Attal jusqu'à Édouard Philippe, mais au-delà, évidemment, ça devient compliqué. Donc,
je peux comprendre ce départ. Merci en tout cas Tiffany Degois d'avoir été avec nous, ancienne députée En Marche, désormais candidate LR-RN dans la première circonscription de Savoie. Félix. Circonscription où se présente également Adrien Cazejoine de Lutte ouvrière, Jean-Pierre Chauveau de l'Alliance des souverainistes et patriotes, Frédéric Exertier du mouvement Hommes Animaux Nature, Marina Ferrari, la députée sortante du MoDem, Christelle Granata du Parti communiste français du Nouveau Front Populaire et puis Guy Alain Pérard de Reconquête. Allez, vous restez avec nous, la suite de cette émission dans un instant. Merci de votre fidélité, nous sommes ensemble avec Philippe David et nos vraies voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous surtout, puisque c'est vous qui comptez, puisque c'est vous qui faites cette radio et c'est pour vous qu'on l'a fait, au 0826 300 300 et tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon? Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table de l'actualité. Alors on est toujours en alerte parce que hier on a beaucoup ri sur des jingles de Maxime qui est notre réalisateur. Bravo, et qu'on Maxime. aime beaucoup Et qui est très très bon. Et c'est vrai qu'hier elle nous a perturbé pendant au moins un quart d'heure. Mais pourquoi? C'était quoi? C'était lequel, mec? Vas-y Max, balance celui d'hier s'il te plaît. Faut qu'il l'envoie. Il faut qu'il l'envoie. Il est perdu Maxime. Non mais on le remettra en deuxième partie, comme ça vous saurez de quoi on parle. Et Philippe Bilger, attends, on en est où? Je sais plus où on en est. Bilger, c'est le tour de table de l'actualité. Oui. Alors, et c'est Aymeric Caron qui vous a révolté. À la suite du viol de cette petite fille de 12 ans, probable, et aggravé par le motif antisémite de la part de 3 mineurs de 13-12 ans. Et vous avez raison de rappeler, Cécile, qu'on est encore en cours d'enquête, même si elle semble relativement achevée. Aymeric Caron, alors que la classe politique s'est indignée, y compris Jean-Luc Mélenchon, a éprouvé le besoin, sans aucun rapport, de rappeler une agression, un viol qui a été une agression... Non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a fait ça, c'est... Non, c'est Aymeric Caron. Oui. Parce que vous avez dit Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit même Jean-Luc Mélenchon a été correct. Ah oui, d'accord. Donc, vous voyez, non, là, vous n'aurez pas besoin de le défendre, ma chère. Ah non, mais je le défends pas du tout, mais je vais même attaquer Caron. A éprouvé le besoin de faire référence à une agression ancienne qui, je crois, datait du 22 de février. Voilà, et qui est totalement inadmissible. On aurait probablement dû en parler aussi de la même manière, mais le fait d'avoir occulté radicalement le viol qui s'est produit hier de la part d'Aymeric Caron est odieux, comme l'a d'ailleurs dit, je crois, misérable Édouard Philippe. Oui, mais tout le monde, même les gens du Nouveau, c'est tout à fait misérable, même les Verts, même le Parti Socialiste, c'est absolument honteux. D'ailleurs, à propos d'Aymeric Caron, je serai lui quand même, je ferai très attention, parce que dans le 18e, vous savez, vous avez Pierre-Yves Bournazel, et Aymeric Caron est tellement un repoussoir pour 80% ou 90% des électeurs de gauche, c'est que gare à lui, si l'électorat de gauche va pas pousser dans le dos Pierre-Yves Bournazel pour le faire chuter, hein. Parce qu'avec ce genre de truc, c'est vraiment à vomir, quoi. C'est la honte, en fait. Moi, je le vois bien. Sébastien Ménard. Ce que, de toute façon, Aymeric Caron n'est pas une outrance près. Enfin, je veux dire, il a toujours été. Moi, j'ai toujours été épidermique à ce qu'il raconte. Je suis épidermique à ce qu'il représente, et qu'effectivement, on a, en tout cas, le front républicain a un magnifique candidat en la personne de Pierre-Yves Bournazel dans le 18e arrondissement, où j'habite quand je suis parisien, et j'encourage, moi, tout le monde à évidemment condamner les propos d'Aymeric Caron et à regarder l'alternative sur pied et sur patte qui est disponible dans le 18e arrondissement de Paris. Sébastien, voilà. Pour nous débarrasser d'Aymeric Caron. La condamnation d'Aymeric Caron est vraiment générale, hein, de la gauche à la droite, c'est vraiment général. On a un moyen de s'en débarrasser. Pourquoi il est toujours investi? Mais vous pouvez pas retirer les investitures à des gens. Enfin, je veux dire, pourquoi il est toujours investi? On ne peut pas. Et d'ailleurs, non, on ne peut pas aller en préfecture et retirer une investiture. C'est exactement ce que Jordan Bardella a expliqué par rapport à Joseph Martin. Non, mais il est investi par la France Insoumise. Non, mais d'accord, c'est normal, c'est son sortant, mais on peut pas retirer. C'est exactement ce qu'a expliqué Jordan Bardella par rapport à Joseph Martin, qui a des blagues et qui a des propos révisionnistes et antisémites. Et Jordan Bardella a dit, oui, normalement, on devrait le désinvestir, mais nous ne pouvons pas le désinvestir. Oui, mais sauf qu'ils le disent.
Mais il n'a pas des propos antisémites, là. Ils ont retiré le soutien. Mais Mitterrand, il n'a pas des propos antisémites, il a juste des propos indécents. Ça n'a rien à voir avec le candidat du Rassemblement. Demandez à la NUPES d'appeler à voter Pierre-Yves Bournazel et ça rendra service à tout le monde. Voilà. Vous savez, moi je crois, Sébastien, je pense que moi, ma conviction, c'est que dans cette histoire, il ne faut pas prendre les électeurs pour des andouilles. Et je pense que les électeurs de gauche vont faire leur travail, y compris dans les circonscriptions où il y a des gens pas fréquentables. Allez, pour vous faire plaisir, le jingle d'hier, écoutez. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Vous connaissez celui-là? Vous l'avez déjà vu? Oui, j'ai déjà entendu, celui-là, il est excellent, je l'adore. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu de Françoise Degois et de Sébastien Ménard. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h. Retour des vraies voix. J'en ai marre qu'on rit dans cette émission. J'en ai marre de la bonne humeur. Il y en a marre. Parce que Cécile, on se chambrait tout à l'heure en préparant l'émission sur les retour des vraies voix avec évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Ça va là c'est joyeux. Parce qu'on vous dit tout, hein, parlons vrai, c'est parce que dès que je lui dis mais vas-y, fais le lancement, il fait retour des vraies voix. On dirait Radio Londres. On n'est pas loin du 18 juin. On dirait le président Coty est arrivé dans la cour de l'Élysée. Donc je lui dis mais un peu de gaieté. Donc c'est pour ça qu'il a eu un temps d'arrêt en disant ah oui, au fait, faut que je retour des vraies voix. Voilà, Françoise Degois. Salut. Sur les coups de théâtre de cette campagne. Alors cette campagne, elle a un problème, c'est qu'elle jette quand même, et on en parlait avec Sébastien Ménard, je l'ai déjà dit mardi, elle jette ce pays quand même dans le désarroi, dans le chagrin, dans une espèce d'entrelac. Vous savez, quand vous interrogez les gens, là, les enquêtes d'opinion vous ne le disent pas, mais nous, on a ce qu'on appelle les CALI. Vous vous rendez compte qu'il y a encore 80% de gens interrogés qui ne comprennent toujours pas ce qu'Emmanuel Macron a voulu faire. Je ne sais pas si vous... sur la dissolution, personne ne comprend. Mais ça crée un trouble. Mais le côté, c'est que c'est aussi un moment où les choses se révèlent. C'est un moment de coup de théâtre. Il n'y a que des coups de théâtre dans cette campagne, dans le bon sens du terme. Il y a eu le franchissement du Rubicon d'Éric Ciotti, bien sûr, mais il n'y a pas eu que ça. Moi, j'ai été frappé par deux soutiens au nouveau Front Populaire. Celui de Dominique de Villepin, qui est un soutien presque, je dirais, dans la veine de Jacques Chirac. Mais le Chirac 98, vous vous souvenez, quand il intervient entre les deux tours des régionales pour dire à tous les gens du RPR qui sont tentés de passer des alliances pour gagner des régions, de ne pas le faire. Ça, c'était un moment très solennel qu'on n'avait jamais vécu, d'ailleurs, dans la politique sous la 5e. Donc, il y a Villepin et il y a Mathieu Pigasse. Alors, bien sûr, tout notre petit milieu, celui qui va de Saint-Germain-des-Prés au studio de télé du 15e et du 16e arrondissement, c'est-à-dire nous, en gros, on sait tous très bien que Mathieu Pigasse a toujours eu un tropisme de gauche. Il est plutôt macroniste, mais il serait macroniste s'il n'y avait pas Macron, parce que c'est une compétition entre les deux. Mais Mathieu Pigasse qui défend et qui soutient le nouveau Front Populaire, je trouve ça assez passionnant. Mathieu Pigasse, on le sait tous, c'est un banquier. C'est quelqu'un qui est sur une ligne d'un certain nombre de dirigeants américains. Il pense que les gens qui ont beaucoup d'argent, dont lui, doivent être beaucoup plus taxés. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir, ce soutien. C'est-à-dire que on se rend compte que malgré toutes les critiques fondées sur LFI, finalement, le Front Populaire continue d'avancer dans l'opinion parce que beaucoup de personnalités apaisantes se sont ralliées à lui. François Hollande, Lionel Jospin, Villepin et maintenant Mathieu Pigasse. On a une étude à risque que Cécile vient de me montrer. 68% des Français pensent qu'il était nécessaire de faire la dissolution. Oui, mais bon, mais bien sûr, parce qu'en réalité, ça n'est pas le principe de la dissolution qui est absurde. C'est le moment. Emmanuel Macron assure. Et là où je ne vous rejoins pas, Françoise, je ne suis pas sûr que l'adhésion de ces personnalités que vous venez de mentionner, Pigasse, Jospin et d'autres, rendent plus lisible le nouveau Front Populaire. Je me demande si ça n'est pas susceptible d'indigner davantage sur les relignements. La réalité n'est pas là. Après, on peut faire toutes les théories. Moi, je pense qu'il y a un besoin je finis, Sébastien. Je pense que le problème a été la démélenchonisation. Ça a été ça, c'est vrai. Non, mais elle s'est terminée. On n'en parle plus de Mélenchon comme Premier ministre. Lui-même, d'ailleurs, a compris qu'il fallait absolument pas aller là. C'était une arme qui donnait. Tant mieux, d'ailleurs. Et je pense, il a été très habile. Et je pense que vraiment la participation de Hollande, de Jospin, etc., tout ça participe de la démélenchonisation. Alors oui, mais
mais sur les deux que vous venez de citer aujourd'hui, c'est-à-dire Dominique de Villepin à droite, il déplace une voix, la sienne, dans le cadre d'un deuxième tour, clairement, parce que le poids de Dominique de Villepin au sein d'une famille politique que je connais parfaitement, c'est 0 aujourd'hui. Il faut quand même juste le savoir. Ça reste une espèce de conscience. Bien sûr, c'est iconique. Voilà. C'est ce dont on a besoin, ça change il ne le climat. déplace qu'une voix comme Pigasse. Pigasse, évidemment, un entrepreneur de centre-gauche, plus de gauche que du centre d'ailleurs, et il déplace, en tout cas dans le monde entrepreneurial dans lequel j'évolue, il déplace une voix, c'est-à-dire la sienne. Je voulais juste expliquer ça par rapport au déplacement de voix, je vous l'accorde. Le problème n'est pas sur les déplacements de voix. Le problème est sur le climat général qu'on envoie. Et d'avoir des gens qui s'engagent publiquement. Bien sûr. Moi, c'est une grande leçon que j'avais. Il y avait un ancien ministre, Claude Allègre, qui arrêtait pas de dire du mal de Ségolène, et je lui disais, mais c'est pas grave, c'est fini, il déplace plus une voix. Et elle disait, non, vous vous trompez. Ce sont des gens qui, dans l'opinion, même s'ils déplacent pas des voix, ont un statut. Oui, c'est très vrai. Et c'est très important de changer le climat, et ils ont changé le climat mélenchoniste. Sébastien, sur le grand bazar politique. Eh oui, moi le grand bazar, en fait, je m'étonne d'un truc, je sais pas si vous vous êtes étonné, mais donc j'écoute les différents orateurs politiques, un certain nombre de leaders politiques, à la fois de ma famille politique et à la fois d'autres familles politiques. Alors je m'étonne un petit peu, c'est-à-dire qu'après avoir dit les uns et les autres que la situation était compliquée avant la dissolution, que les caisses de l'État étaient vides, que le niveau de taxes était probablement le plus bas d'Europe et qu'on avait fait le maximum d'efforts, quand j'écoutais les oppositions du moment dire que la majorité présidentielle ne faisait pas exactement ce qu'il fallait pour remplir les caisses de l'État, etc., on se rend compte qu'on peut baisser nos factures d'électricité, qu'on peut avoir une politique pro-logement, pro-immobilier en baissant les frais de notaire, qu'on peut augmenter les salaires, qu'on peut... Enfin bref, j'ai le sentiment qu'on peut raser gratis. Donc en fait, finalement, cette dissolution, elle aura eu, je dirais, un avantage, c'est de trouver des solutions et de trouver des chemins de progrès à gauche, au centre, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, pour finalement redonner aux Français une certaine forme d'espérance. Oui. Voilà. Sauf que malheureusement, l'ensemble de ces espérances, on l'a vu tout à l'heure avec notre économiste, sont des espérances chimériques. Parce que la réalité, c'est qu'il va falloir faire des économies et qu'il va falloir travailler plus. Voilà, travailler plus pour garder le niveau de vie qui est celui des Françaises et des Français. Là où je vous rejoins, Sébastien, même si peut-être j'y mets une tonalité plus positive que la vôtre, c'est le fait que cette période, aussi discutable, bouleversante qu'elle soit, et bouleversée, et j'en suis persuadé, va être profondément créatrice. Moi, je voulais juste poser la question, mais je le redis parce que nous sommes pas à un coup de théâtre près. Certaines personnes qui sont très proches d'Emmanuel Macron le disent aujourd'hui publiquement, enfin en tout cas mezzo voce avec nous, si la situation est ingouvernable, il peut démissionner, même s'il a dit strictement le contraire au Figaro. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est que... Ça c'est votre fantasme. Comme il avait dit qu'il n'y aurait jamais de dissolution avec lui. Non, c'est pas mon fantasme, c'est vraiment, comment dirais-je, je n'ai aucun fantasme là-dessus, parce que là on serait vraiment imaginé la démission, ça veut dire que c'est Gérard Larcher qui inaugure les Jeux Olympiques, et ça veut dire un pouvoir complètement de transition. C'est mieux que François Hollande. Mais François Hollande Premier ministre et Gérard Larcher président. Exactement. Alors oui, c'est l'homme qui a plusieurs cordes à son arc. Mais ce que je voulais dire, je plaisante pas, c'est un vrai truc qu'il faut avoir dans la tête. Est-ce qu'Emmanuel Macron démissionne si c'est ingouvernable ? Merci beaucoup Sébastien pour ce sujet. On va prendre notre gagnante au téléphone puisque Marie est avec nous de Haute-Loire. Ma chère Marie. Bonsoir à tous. Comment ça va Marie ? Écoutez, je vais très bien puisque apparemment j'ai gagné, donc on absolument, peut... absolument. Vous avez gagné 2 places pour le 30 juillet à 9h au stade de la Tour Eiffel, volleyball plage. C'est canon parce qu'en plus on se croirait en plein été quand même. Hein. Ah oui, ce qu'on appelle le beach volley en bon français. Et on va voir du beau corps. Hein. Moi je vous le dis, vous avez beaucoup de chance. Vous allez y aller à qui, Marie? Écoutez, je pensais offrir à ma fille qui se trouve déjà sur Paris et voilà, j'espère qu'elle en profitera et qu'elle sera heureuse d'aller voir ce match et surtout d'y aller en compagnie d'une personne en situation de handicap visuel, puisque ça est offert par Sud Radio et le collectif handicap visuel, pardon. En tout cas, vous faites deux heureuses puisque vous avez 2 places accompagnées d'une personne et qui sera elle aussi très heureuse, et c'est une opération solidaire. Merci beaucoup Marie, on vous embrasse. Merci à vous. Merci.
remercie. Je remercie toute l'équipe, Cécile, Philippe, le collectif Handicap Visuel et puis Sud Radio, bien sûr. Merci Marie, on vous embrasse, à très bientôt. Allez, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Gabriel Attal s'est donc affiché dans la posture d'un candidat à Matignon ce matin. On va en parler dans quelques instants, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que Gabriel Attal est l'homme de la situation ou est-ce que c'est mission impossible vu le score de la majorité aux européennes? Et à cette question, Gabriel Attal peut-il sauver la majorité? Vous dites non à 96%. Allez, à tout de suite les amis. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. On est ravis de vous accueillir avec Philippe David et nos vraies voix du jour, Françoise Degois, Sébastien Ménard, Philippe Bilger, le patron, El Patron. El Patron, le capot des capes. Passionnante. Merci. Comme tous les jeudis. Mais comme tous les jeudis. Mais parfois, je suis moins en train. Mais quand vous... Ça peut m'arriver. Ouais. Là, il rentre, tu sais comment. Vous avez déjà vu un avocat général qui attaque la falaise avec son manteau d'hermine. Et là, je dis, je ne sais plus trop où aller. Allez, là c'est super. Allez, ça tombe bien. Allez, on va y aller jusqu'au bout. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La France est à l'heure du choix. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. Un choix de société. D'accord, mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi? Oui. Un choix qui engagera notre pays et qui changera le quotidien des Français. Ah bah, alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier. Cette élection, c'est le choix de votre gouvernement. C'est le choix de votre Premier ministre. C'est le choix du projet de société que vous souhaitez. Ne m'embrouillez pas. Bon, ce qui compte, c'est que vous ayez fait votre choix. Et Gabriel Attal s'est donc affiché dans la posture d'un candidat à Matignon ce matin. Candidat pour rester Premier ministre le 30 juin. J'aimerais que les Français me choisissent. A-t-il lancé lors de cette conférence de presse une façon de le confirmer, entend bien diriger la campagne législative de la majorité. Alors parlons vrai. Attal est-il la personnalité la plus rassembleuse de la majorité? Est-ce que Macron est un atout ou un handicap lorsqu'il s'exprime sur la campagne? Et à cette question, Gabriel Attal peut-il sauver la majorité? Vous dites non à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors c'est sur notre compte X et pour ceux qui votent, bien entendu, Philippe Bilger. Il est clair, un article du Parisien semblait l'établir de manière claire que le président de la République connaît une période, à mon sens, qu'on n'a jamais connue dans l'histoire de la Ve République, où en pleine activité, un président est totalement désavoué. On ne veut pas qu'il vienne au secours des gens qu'il veut soutenir. Et même quand le président, de mon point de vue, dit des choses cinglantes et très justes sur le nouveau Front populaire, ils disent mais s'il pouvait se taire. Alors pour en arriver à Gabriel Attal, il ne faut pas exagérer. Je veux dire par là qu'il a été, de mon point de vue, durant 5 mois, un grand ministre de l'Éducation nationale durant 5 mois. Ensuite, on a pu se moquer de moi à cause de ma dilection pour lui. Non, il y a une personne qui se moquait de vous, c'était Françoise Degois. Comme Premier ministre, et de fait, son inexpérience pendant quelque temps a frappé, mais je trouve que depuis la dissolution, depuis le saisissement qui a été le sien, depuis le fait qu'il a pris d'une certaine manière en charge les affaires de l'État sur le plan de l'activité et de la campagne qu'il mène après avoir été totalement tétanisé par l'addition-dissolution, il prend une épaisseur, une densité qui me semble plus importante qu'il y a quelque temps. Françoise Degois. Oui, alors sur Gabriel Attal, la question, il faut la poser à l'envers. Qui, à part lui, qui est-ce qui pourrait, à part lui, mener cette campagne? Je parle hors position institutionnelle. Quelle est la personne qui sortirait? Il n'y en a pas d'autre. Il y a lui, même pas Gérald Darmanin. C'est tout à fait évident. Après, la tâche est quasiment impossible parce que de toute façon, on voit bien les mécaniques qui sont à l'œuvre. On voit bien qu'il y a une vague brune qui se lève, une vague rouge-roge qui monte et derrière,
la majorité. Donc, je ne sais pas s'il arrivera à sauver la majorité, ça n'est pas le sujet. Mais de mon point de vue, je pense quand même que c'était le seul choix possible en réalité, Gabriel Attal. Et il sait faire de la politique, hein, il n'y a aucun problème, il sait mener des campagnes. Un point sur Emmanuel Macron, à la décharge d'Emmanuel Macron, écoutez-moi bien, quand même, c'est pas le seul président que les candidats n'ont pas voulu sur leur campagne. Ils ont jamais voulu, ils n'ont pas voulu Hollande, ils n'ont pas voulu Chirac, mais moi je me souviens, dans une autre vie, j'étais dans une autre radio, je faisais des sujets que là-dessus. Ils cachent la tête de Chirac, ils cachent la tête de Sarkozy, ils cachent la tête de François Hollande. Et sur Emmanuel Macron, encore une fois, là je parle de ce que je connais vraiment dans le tréfonds, sur les qualis qu'on a, les gens qui... L'électorat d'Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'il le hait ou qu'il le déteste. L'électorat d'Emmanuel Macron ne le comprend plus. Ça fait une nuance très importante. Une nuance très importante. Alors, vous qui êtes un macroniste défroqué, pour vous citer. L'électorat d'Emmanuel Macron, il y a un électorat, l'électorat en même temps, c'est un peu perdu. Voilà, on va pas le nier. Mais en tout cas, il y a quand même aujourd'hui, on est à 22-23% après, je vais le dire, la branlée des élections européennes. C'est pas si mal. C'est 22. Je vais aller au bout. Pardonnez-moi, je vais aller au bout. C'est pas si mal. Évidemment, le chef de meute, celui qui mène la bataille, est le Premier ministre, Gabriel Attal, qui, quoi qu'on en dise, n'est pas le seul choix. Il est le meilleur choix. Quand on voit, dans le cadre d'une conférence de presse comme ce matin, où honnêtement, je pense que personne autour de cette table n'aurait été capable de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire expliquer un bilan, justifier un bilan et en même temps démonter le programme des deux blocs qui sont les deux blocs extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, et réussir quelque part à positionner, je dirais, des arguments de campagne pour dire on peut continuer à travailler, on peut continuer à faire évoluer la quotidienneté des Françaises et des Français. Je ne dis pas que c'est pas de la communication politique, mais l'exercice qui est le sien, il est sur le terrain 18 heures par jour à aller défendre des candidats. Les candidats Renaissance réclament Gabriel Attal. Moi, je vois des affiches partout en France où vous avez le Premier ministre et le candidat. Et le candidat. Bon, il se passe quelque chose. Donc évidemment, sera-t-il encore Premier ministre dans un mois? Moi, je le souhaite, très clairement. Que peut-il se passer de mieux aujourd'hui pour la Macronie, à part mettre en avant l'une des révélations politiques de ces 7 dernières années qu'est Gabriel Attal? La réalité, il n'y a pas mieux et il n'y a pas d'autre alternative à ça. Philippe Bilger. Ah oui, bien sûr. Là, à mon avis, en effet, Sébastien, vous avez tout à fait raison. Il est en train de prendre, à cause des circonstances que la France connaît, un peu d'avance sur ses rivaux. Et à une certaine époque, je trouvais absolument inconcevable qu'il puisse se présenter en 2027, mais ça devient moins improbable. Alors, pour répondre juste très vite, certes, il y a des présidents dont on n'a pas voulu la photo sur l'affiche. Mais de façon violente, hein, Philippe. Mais il me semble qu'on n'a jamais eu, avec parfois même un tel mépris, une volonté de répudier Emmanuel Macron. Non, je vous assure, vous avez la mémoire courte. En 97, l'état d'esprit vraiment des Chiraciens, il faut aller faire le tour des fédérations pour comprendre. Et personne ne veut dire... la dissolution. Personne n'avait compris. Alors vraiment, non, moi rendons quand même... Je ne peux pas être soupçonnable d'être complaisante avec non. Mais on refait l'histoire. Jacques Chirac, c'est quelqu'un, quand il fait, on lui crache dessus. Moi, j'étais en reportage avec lui, il sort de Sarcelles, c'était super menteur en 2002, Jacques Chirac. Vrai. Il y avait une haine sur Sarkozy dans ce pays qui était complètement dingue aussi. Elle était politique. Mais elle était personnelle aussi. C'était le roi fainéant. Là où je suis d'accord avec Philippe, elle était plus politique que personnelle. Non, personne avec Emmanuel, c'est plus personnel que politique. Personne supportait Sarko, le personnage arrogant, l'américain. Vous vous souvenez pas? Ce type est un gangster à la une de Marianne. Dis donc, mais c'est moins, il faut reconnaître que c'est moins. Écoute, moi, c'est un grand classique. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, les amis. Voilà, c'est très vrai. L'exposition est quand même beaucoup plus forte. Cracher sur Chirac, les mômes crachaient sur lui physiquement à Mantes-la-Jolie. Moi, j'y étais. On le traitait de super menteur. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui est quand même... Quand Emmanuel Macron sort aujourd'hui, il est quand même plébiscité et il est adoré par les gamins, par les ados. Parce qu'il est peut-être plus tactile physiquement que Sarko l'était, avec qui lui mettait une distance. Je suis juste
juste. Et du coup, ça crée quelque chose d'agoraphobe. Il faut quand même dire une chose sur les votes qu'on a. Le plus important, ça va être demain, c'est-à-dire les projections. Parce que, par exemple, 22% de la majorité, par définition, les sondeurs surévaluent toujours les sortants d'une majorité. Parce que, théoriquement, si t'es sortant, la primo-sortant des majorités, pas des oppositions. Donc, le 22, il faut certainement le rétrécir. Ce qui va être intéressant, mais ça partira pas chez vous. Mais tu n'en sais absolument rien. Donc, mais tu peux dire, je vous le dis, c'est n'importe quoi. De toute façon, tout est enregistré, vous inquiétez pas. C'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Nous avons les moyens de vous faire parler, je vous le dis tout de suite. On ne sait pas où ça partira. En tout cas, il y a deux dynamiques. Ça partira chez nous, tu vous racontes. C'est sûr, on s'en souviendra. Venez voter pour nous, vous savez pas qui choisir. Allez, le mot de la fin pour le procureur. La voix de la sagesse. En tout cas, je vois qu'il y a une sorte de consensus fragile. On ne se moque plus de Gabriel. Moi, je m'en moque totalement. Excusez-moi, je le trouve toujours aussi pas fake, quasiment. Vous voyez, tout à fait communicant. Il n'est pas fake du tout. Il est pas fake du tout. Les amis. Merci pour tout ce bonheur. Merci beaucoup. Merci pour cette belle émission. Merci à tous nos auditeurs. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Sébastien Ménard. Vous restez avec nous parce qu'avec Philippe, on n'en a pas fini dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France avec Face à la presse, Laurent Meillot de Mobility TV et Valérie Collet, journaliste au Figaro, feront face à notre invité Maxime Picard, responsable des achats de l'approvisionnement du groupe Stellantis. À tout de suite.